Merci beaucoup à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Nous sommes donc le jeudi 22 janvier 2026. Vous suivez votre chaîne de télévision KMC qui passe en direct, Kyria Media Channel. Eh bien, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous allons aborder quelques questions dès l'heure, des questions de profondeur, les questions sous lesquelles vous êtes également apaisantis. On va recevoir quelqu'un qui va essayer de répondre à toutes nos questions. Vous également à la maison, vous pouvez nous répondre. Alors, la première problématique sera liée justement à la question du dialogue. La deuxième sera justement celle liée au changement de la Constitution. Vous le savez, le président Tshisekedi a pris le pouvoir le 24 janvier 2019. Ça fait 7 ans, jour pour jour, qu'il est aux affaires. On va faire un petit bilan également de façon beaucoup plus générale, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. On parlera également de cette lettre du ministre des Finances, ministre de Justice, demandant au procureur général d'engager des poursuites contre certains membres des cabinets du ministre des Finances. Mesdames et messieurs, en face de nous, Maître Richard Bondo, qui n'est plus du tout à présenter, avocat, justement également, qui a été aussi avocat de la République dans le procès Kabila, qui a dirigé les collectifs des avocats. Il est également avocat, il a également été avocat dans plusieurs procès de la CPI. Maître Bondo, merci beaucoup d'être avec nous et meilleurs vœux surtout. C'est moi qui vous remercie, Dan, et tout en souhaitant à vous-même et à votre équipe Congo Buzz les meilleurs vœux de l'année 2026, que vos attentes vous soient assouvies. Et bon vent pour 2026. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, avocat pénaliste international, inscrit depuis le 9 décembre 1987 au barreau de Kinshasa-Gombe à la Cour pénale internationale, au tribunal spécial pour le Liban. Ça fait quand même trop, hein, Maître Bondo? Ça fait trop, mais c'est la vocation. Ça peut faire trop, mais c'est ça la vocation. Chaque juriste a une vocation. Il y en a qui se sentent bien dans leur peau dans les cabinets ministériels pour être conseillers. Il y en a qui sont bien dans leur cabinet et surtout au prétoire. Parce que l'avocat, s'il ne fait pas le prétoire, pour moi, c'est un avocat soit tout à fait anonyme, soit un avocat qui fait le notariat. Exactement. Maître Richard Bondo, on va essayer de revenir également sur cette affaire qui a permis... Vous pouvez un peu rapprocher votre micro de la bouche pour qu'on puisse vous entendre. Pour qu'on m'entende. Exactement. Merci. Alors, on va revenir sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, l'affaire de 3 millions d'honoraires après le procès Kabila. On va y revenir parce que ça fait beaucoup de bruit. Une partie de l'opinion a pensé que c'était vraiment excessif pour qu'on puisse vous rémunérer à ce prix-là, à ce montant-là, 3 millions de dollars américains. On cherche à savoir si est-ce que exactement c'était cela le montant. L'aviez-vous perçu? Et pourquoi, si c'était vraiment le montant, pourquoi avoir proposé 3 millions de dollars? Il y a également l'affaire de ministres qui implique deux ministères, celui de la justice et celui de la défense. La lettre du ministre de la Justice adressée au procureur général demandant justement des poursuites judiciaires contre certains membres du cabinet du ministre des Finances accusés de concussion, de corruption. Cela même touche
les avocats de la République qui ont été également victimes, parce qu'il dit parmi les victimes de ces pratiques figurent également les avocats de la République empêchés de recouvrer les honoraires leur dus par l'État. Vous nous direz si cela est effectivement vrai ou nous sommes un peu dans une affaire de règlement de compte entre ministres. Maître Richard Bondo, dites-nous d'abord par rapport à cette lettre du ministre de la Justice. Merci beaucoup, Dan. Oui. Moi, sur le plan professionnel, je suis tenu au devoir de confidentialité. Oui. Et la lettre du ministre, je l'ai lue sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas le dossier parce que, en ce qui me concerne, avec mon collectif, nous avons été payés. Mais ce n'était pas à hauteur de 3 millions de dollars. C'est un peu moins que ça. Oui. Mais nous avons été payés sans pot de vin, sans passe-droit, parce que, bon, deux fois, il y a la personnalité et la notoriété de l'avocat qui compte. Moi, j'ai géré le collectif et je n'ai pas eu le temps de faire des passe-droits ni de pot de vin au cabinet du ministre des Finances, parce que la chaîne des dépenses chez nous, ça part d'abord du ministre qui fait l'engagement, ministre de la Justice, ça passe par le budget, ça va aux finances, et puis banque centrale, mais pour que la banque débourse, il faut que ça soit autorisé par celui qu'on appelle DO, et puis, ou l'OD. L'OD. Et tout a été fait normalement. Nous avons été désintéressés par notre cliente, la République, et chez nous, il n'y a pas eu ce genre de passe-droit. Alors, si le ministre a écrit, peut-être il y a beaucoup d'avocats de la République dans certains dossiers, et peut-être il y a des confrères qui ont été victimes d'un marchandage de la part des conseillers du ministre des Finances, mais simplement je me limite à dire que les gens m'ont téléphoné croyant qu'il s'agissait de notre dossier à nous. Non, nous on a été désintéressés, mais pas à hauteur de 3 millions. Nous on n'avait jamais taxé 3 millions de dollars. Non, nous, nos honoraires se limitaient à moins que ça. Voilà. À moins que ça. Mais est-ce que vous n'avez été payé totalement ou il y a une partie qui est restée? Totalement. Non, chez nous, c'est totalement. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas de passe-droit chez nous. Je crois que, au fait, comme moi, je ne suis pas dans les compromissions du genre. Ma notoriété m'interdit pareille pratique et ça n'a pas eu lieu chez nous. Et puis, toutefois, les gens me connaissent comme intraitable sur ce champ-là. Je ne suis pas dans un marchandage illicite. Et quiconque, j'attendais au tournant, quiconque des conseillers ou des ministres viendrait me demander la rétrocommission ou la commission. Parce que moi, d'abord, professionnellement, il m'est interdit de gérer mes dossiers par intermédiaire. Donc, il n'y a pas eu de courtier, il n'y a pas eu de commissionnaire. La chaîne de dépenses s'est exécutée normalement, régulièrement, et le collectif a été intégralement désintéressé, du moins au regard de la note d'honoraires qui était soumise au gouvernement de la République. Maître Richard Bondo, vous êtes avocat depuis 1987, ça va faire 39 ans, ça fait vraiment longtemps. Vous avez déjà entendu parler de ces genres de pratiques qui impliquent certains membres des cabinets des Non, je ne peux pas le nier, il y en a plein ici. D'ailleurs, il y a eu un ministre des Finances, et c'est de notoriété, qui a dit que l'argent sort, on se le partage avant même d'exécuter le projet. C'est-à-dire, c'est des pratiques connues. C'est pour cela que chez nous, même le président de la République en avait parlé. Il disait que, chez nous, on a trouvé cette pratique de rétrocommission. Oui, voilà. Donc, c'est des pratiques réelles, mais
dans ce pays, tout le monde n'est pas que corrompu. Il y a un reste. Et le reste, là, c'est ce que nous recherchons. La qualité de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui gèrent la chose publique. Oui. Il faut des hommes de qualité, des femmes de qualité, pour ne pas être, disons, pour demeurer irréprochables. Pour demeurer irréprochable, Maître Richard Bondo, avocat de la République, président du collectif des avocats de la République dans le procès qui impliquait Joseph Kabila et ses co-accusés. Maître Richard Bondo, parlez-nous un peu de cette affaire de 3 millions de dollars d'honoraires. Mais je viens de vous en parler. Justement. Nous ignorons les 3 millions parce que nous, on n'avait pas, trouvé... convenu avec le gouvernement pour être payé à hauteur de 3 millions. Peut-être il y a un autre dossier où il y a 3 millions de dollars, mais dans lequel moi je n'ai pas presté, je n'ai pas exercé mon ministère. Voilà. Mais Maître Richard Bondo, mais dites-nous quand même, vous n'avez pas, disons, vos frais d'honoraires n'ont pas du tout atteint les millions, comme on 1 million peut-être. C'est plus que 2 millions. Plus que 2 millions. Ouais, voilà. Mais pourquoi autant? Pas 3 millions. Pas 3 millions. Mais pourquoi autant? Vous étiez, je crois... Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Vous étiez une dizaine, je pense. Ouais. Chez nous, c'est ça. Vous faites bien de me poser la question. Chez nous, il y a un barème des honoraires. Oui. D'ailleurs, ce qu'on nous a donné, c'est une provision. On ne nous a pas encore payé les honoraires finales. C'est une provision pour nous mettre sur orbite dans le dossier. Ce sont la provision, ce n'est qu'un acompte pour permettre à l'avocat de bien étudier le dossier et de bien prester. Mais après la prestation, il y a ce qu'on appelle les honoraires définitifs. Et la note n'est pas encore déposée. Je vais la déposer bientôt au gouvernement. Et nous trouverons un temps pour que peut-être l'opinion le sache. Parce que qu'est-ce que nous avons gagné dans ce procès? C'est l'arrêt qui condamne Joseph Kabila à 33 milliards de dollars. Et sur 33 milliards de dollars, le barème qui a été sanctionné par la Cour suprême de justice, c'est arrêté par le Conseil national de l'ordre, et sanctionné par un arrêt de la Cour suprême de justice à l'époque. Et ce barème fixe un taux dans pareil cas que nous allons soumettre au gouvernement pour être payés, parce que nous attendons ces honoraires. Ils sont un peu faramineux. Vraiment. On peut avoir Vous ne me le faites pas dire, mais vous voyez ici, sur 33 milliards, où on nous donnait le taux prévu par le barème des honoraires des avocats, tel que sanctionné par la Cour suprême de justice à l'époque, c'est que ça va nager entre 10 et 15%. C'est-à-dire, demain vous apprendrez peut-être que nous avons touché, la République nous devrait ou nous doit dans les 5 milliards. Mais c'est beaucoup, ça. Oui, mais c'est ça le métier d'avocat. Le dossier n'était pas un dossier simple. On a donné aux techniciens. C'est dans le paiement de l'avocat, il y a son âge professionnel, il y a sa notoriété, il y a sa spécialité. Et on avait aligné des avocats publicistes, des avocats qui s'occupent du droit pénal interne et international. Et ces avocats spécialistes
ont géré cette affaire avec beaucoup de compétences et beaucoup de célérité aussi. Donc tout ça compte dans la fixation des honoraires. Tout ça compte dans la fixation des honoraires, Maître Richard Bondo. Il faut qu'on le retienne comme ça. C'est-à-dire le métier d'avocat, c'est un métier peut-être ingrat, mais qui ne nécessite que les honoraires pour honorer. Ce n'est pas un salaire, mais on rétribue l'honorabilité de l'avocat, voilà, du métier. Tout à fait. Mais Maître Bondo, nous vous connaissons également UDPS, Maître Bondo. Oui. Est-ce que cela n'a pas influé sur les arguments que vous avez avancés devant la Cour? Le fait que vous soyez UDPS non, mais et avocat et en même là, temps... je comprends comme avocat, il n'y a pas... oui. Parce que UDPS, vous avez souffert sous Kabila. Non, la qualité de membre de l'UDPS n'a pas compté. Ici, c'est le professionnalisme, il y a le talent, il y a la compétence, il y a la force des arguments qui convainc le juge. Oui. Et le juge rend l'arrêt et tout le monde a été satisfait. D'abord, vous avez vu dans la salle, ceux qui étaient présents dans la salle nous ont applaudi et même embrassé. Ce qui veut dire que ce qui était attendu par le peuple a été obtenu par cette équipe d'avocats. Et les avocats devaient être honorés par la République, qui est leur cliente. Voilà. Maître, le procès a été suivi publiquement, c'était l'un des procès les plus suivis en 2025. Alors, quand on suivait les procès, suivez avec vos collègues avocats, il y a un extrait qui circule le plus, où vous parlez d'un document où Kabila a signé, ou aurait signé, je ne sais pas. Il a signé. Où il a signé. Oui, il a signé. Sa signature est là. La signature est là. Oui. Il y a vous dites qu'il a signé H. Le H. Oui. C'est Hippolyte. Le motif ou les éléments de la signature. Mais après le H, oui, il y a le nom Kanambe en toutes lettres. C'est bien mentionné. C'est bien mentionné. Mais seulement, le comble, c'est que les journalistes... Bon, vous savez, François Mitterrand, avant d'être président de la République, fut mon confrère, un avocat. Ah oui. Alors, François Mitterrand, quand il parlait de certains journalistes, il les appelait les journalistes de courte culotte. Ce n'est pas votre cas. Mais c'est des journalistes qui n'ont rien compris. Et ils ont pensé que je disais HK alors que c'était écrit HE. HE, donc His Excellence. HE, c'est His Excellence. Voilà. C'est-à-dire, c'est en anglais pour dire son excellence. Oui. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais la signature elle-même, qui est la marque de la personne, porte au début H avec toutes les courbes qui l'accompagnent et le nom en entier, Kabila, en toutes lettres. Même dans l'arrêt, il y a le rapporteur qui s'est mépris aussi là-dessus. Il a cru qu'il s'agissait de HE. Non, c'est H Kanambe. Donc il y a le H avec toutes les courbes, mais Kanambe est écrit en toutes lettres sur les deux accords. Bon, moi je crois que les autorités, surtout au ministère des Affaires étrangères, ou même dans les archives nationales, on peut trouver les deux accords. L'accord de 2007, dit accord de Nairobi, où il y a eu des chefs d'État toujours sur la paix dans la région des Grands Lacs, et l'accord de 2013, ce qu'on appelle l'accord d'Addis Abeba. Vous trouverez les deux signatures. Des signatures, où le H avec toutes les courbes et Kanambe est écrit. Mais maître, comment c'est cette signature-là. Moi, je voudrais savoir. Oui. Ceux qui doutent, à moins que Kabila fût malin au point de tromper le peuple congolais, les ordonnances qu'il a signées dans les archives nationales, on doit avoir ça, peut-être même au journal officiel, pour voir quelle est la signature de Kabila.
et l'a comparé à l'accord, la signature apposée sur l'accord d'Addis Abeba et sur l'accord de Nairobi de 2007 et l'accord d'Addis Abeba de 2013. De 2013. Voilà. Mais la Cour ne vous a pas suivi. Pouvez-vous me dire pourquoi la Cour ne vous a pas suivi? Je pense que la Cour... Parce que quand la Cour a rendu son jugement, c'est envers justement un Congolais. Joseph Kabila Kabange. Non. Nous-mêmes, nous l'avions... Enfin, le problème, c'est que les journalistes n'ont pas bien suivi le procès. Dans notre plaidoirie, nous avons même invoqué Yasser Arafat, qui était né avec un autre nom en Égypte, au Caire. Mais lui, dans le public, il portait un pseudonyme, Yasser Arafat. Et il est mort, Yasser Arafat. C'est pour cela que nous, on a demandé à la Cour, après avoir démontré que monsieur était rwandais et qu'il s'appelait Hippolyte Kanambe. Mais comme par son pseudonyme, il s'est fait congolais, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, on devait le condamner sous le pseudonyme parce que c'est le nom qui est connu à travers le monde. Le nom Kanambe reste interne à sa famille. Sa famille rwandaise, mais nous vous connaissons, vous êtes un abolitionniste. Mais quand le jugement a été celui de la condamnation à mort, vous, un abolitionniste, comment vous avez réagi? Non, c'est la décision, c'est l'arrêt de la Cour. L'avocat plaide, mais l'arrêt appartient au juge. La justice est rendue par la Cour. Ce n'est pas l'avocat qui rend la justice. L'avocat... Ça vous a quand même facilite. Ça vous a quand même dérangé puisque vous êtes abolitionniste. Non, mais nous l'avions même soutenu. Dans la plaidoirie, nous avons dit, parce que la Constitution de la République dit qu'il faut que la vie humaine est sacrée, et qu'à l'article 61, on dit on n'a aucune raison de déroger à la vie humaine. Donc c'est un peu en contradiction avec la Constitution. Cet arrêt de la Cour. La loi n'a pas encore abrogé. La loi pénale. Donc il y a une contradiction. La Constitution, il y a un dilemme. Et ce dilemme, au lieu de l'appeler cornélien, moi je l'appelle shakespearien. Parce qu'il est dramatique. Que la Constitution de la République dise la vie humaine est sacrée, mais que le code pénal touché même en 2015, n'est pas aboli la peine de mort. Mais la Constitution, mais on applique quoi, maître? Le code pénal ou la Constitution? Qu'est-ce qu'on applique dans les arrêts? On applique l'article 153 alinéa 4 de la Constitution, parle de la loi qu'on applique, mais la loi des lois, c'est la Constitution. Tout à fait. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on veille à l'application de la Constitution. Et puis, dans l'application chez nous, j'ai l'impression qu'on s'accroche à la Constitution plutôt que ce que la loi a dit. La loi pénale. Pourquoi? Parce que depuis qu'on condamne à la peine capitale, nul n'a été exécuté chez nous. Nul n'a été exécuté chez nous. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ces arrêts qui sont contradictoires à la Constitution? C'est possible qu'on puisse y revenir? Oui, je crois que... Parce que la Constitution, c'est la loi mère. Non, le problème, c'est que... Oui, maître. Comme on n'applique pas la peine de mort... ça dérange pas trop. Il y a lieu qu'on la convertisse, qu'on la commue à la peine à perpétuité, à la servitude pénale à perpétuité, et c'est prévu aussi par Kabila peut-il être... C'est prévu même par le droit positif congolais. Par exemple, la Cour constitutionnelle qui juge au pénal le président de la République et le Premier ministre avec tous ses complices ou tous leurs complices. À l'article 75 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, qui est postérieur et au code pénal révisé et à la Constitution révisée en 2011, la loi organique de la Cour constitutionnelle
prévoit à l'article 75 la peine de servitude pénale à perpétuité pour... Des crimes graves. Oui, pour des crimes commis par le chef de l'État et le Premier ministre. Et là, chez eux, on parle de la haute trahison. La haute trahison. La haute trahison, qui est différente de la trahison. Parce que la trahison est punie de la peine capitale. Mais la haute trahison, servitude pénale à perpétuité. Et c'est en droit positif congolais, je vous cite, la loi organique de la Cour constitutionnelle. À l'article 75, quand la Cour juge le président de la République pour haute trahison, le Premier ministre pour haute trahison, c'est l'unique code congolais qui parle de la haute trahison. Vous ne trouvez la haute trahison ni dans le code pénal, ni pénal ordinaire, ni dans le code pénal militaire. Mais vous trouverez simplement dans ces deux codes-là, pénal militaire et pénal ordinaire, l'infraction qualifiée de trahison tout court. Mais dans la loi organique de la Cour constitutionnelle, à l'article 75, quand il y a haute trahison retenue dans le chef du président de la République ou du Premier ministre, ils sont condamnés pour haute trahison, qui doit être plus grave que la trahison, mais sont condamnés à la peine à perpétuité, servitude pénale à perpétuité. Vous comprenez que le droit à la vie est sauvegardé, mais c'est un peu discriminé ou discriminatoire parce que pour le chef de l'État et le Premier ministre, c'est la servitude pénale à perpétuité, mais pour un capitaine ou un citoyen pris en flagrant délit de trahison, lui c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Voilà. Mais tout ça, il nous faut des juristes qui comprennent la légistique pour pousser les parlements à remodeler nos lois. Voilà. Il faut vraiment qu'on puisse remodeler nos lois. C'est une nécessité, Maître Bondo. C'est une nécessité impérative. Mais je prêche ça depuis des années. Mais ça n'évolue pas. Et je sais que nos députés, nos sénateurs, c'est pour cela que moi je voulais aller au Parlement porter ces amendements-là. Même, on va peut-être en parler dans votre émission avec le changement de la Constitution. Je crois qu'on pourra aller jusque-là. Merci beaucoup, Maître Bondo. On parle de dialogue. Il y a eu quelques balais diplomatiques du chef de l'État qui est allé en Angola, à Lomé au Togo, qui a réuni tout l'ensemble des médiateurs qui se sont réunis dans un forum à Lomé au Togo. Il y a eu des recommandations qui ont été formulées comme quoi il faudrait que les Congolais puissent dialoguer. La solution devrait être une solution politique plutôt que la solution militaire. Maître Richard Bondo, puisque aujourd'hui le dialogue est plus ou moins en vogue ou mis en avant, beaucoup parlent d'un dialogue inclusif qui veut dire Kabila, Tshisekedi, Kabila, Kagame, tous autour d'une même table avec les autres parties prenantes, Félix Tshisekedi comme entité politique et dirigeant du pays, le gouvernement, ainsi de suite. Il y a des personnes qui sont condamnées aujourd'hui à la peine capitale. Corneille Nangaa, Kabila, Joseph Kabila lui-même, qui est fugitif. Mais à ce moment, s'il faudra que ces personnes prennent part au dialogue, le mécanisme de grâce présidentielle ou d'amnistie suffit-il pour qu'il soit... Non. Kabila est condamné pour des infractions imprescriptibles comme Nangaa. Imprescriptible. La Constitution le dit clairement, le code pénal interne et même le statut de Rome auquel nous avons adhéré, auquel nous sommes partis, parce que nous sommes les signataires originels de ce traité de Rome. Nous étions partis aux négociations et puis nous avons ratifié. Donc nous l'avons signé, donc nous sommes partis au traité de Rome et nous ne pouvons pas, pour des infractions aussi graves, amnistier les gens.
ni les graciers. Donc, impossible. C'est impossible. Le dialogue, s'il se tient, il se tiendra à Kinshasa et les deux seront arrêtés immédiatement. Dès qu'ils atterrissent à l'aéroport de Ndili, on les prend, on les envoie à Makala ou à Ndolo ou à Angenga ou je sais pas où, à Luzumu, mais ils seront arrêtés. Donc, la condamnation, les deux arrêts des les a totalement ce n'est exclus. Pas amnistiable. Impossible. Non. On ne peut pas y revenir. Non, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas y revenir. Nous sommes dans un état de droit. Mais si au plan politique, non. Si au plan politique, voilà. Tous les acteurs demandent qu'ils prennent part au dialogue, maître, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de violer. Non, qui va décider du dialogue? On demande. Voilà. On demande. Voilà. Si la CENCO, les CC ou bien les médiateurs internationaux demandent qu'ils prennent part nécessairement au dialogue, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, en 2006, oui, exploitant la doctrine sociale de l'Église catholique, le pape Benoît XVI définissait le dialogue comme la grammaire de la vie sociale. Mais chez nous, cette grammaire nous est donnée à l'article 66 de la Constitution. Que chaque Congolais doit cultiver la fraternité, la solidarité avec son compatriote ou avec ses compatriotes. Les deux là, sont-ils solidaires de nous, Congolais, en retournant les armes contre la patrie? Ce que j'appelle, oui, vous me passez son néologisme, oui, ce que j'appelle le kivoucide. C'est-à-dire? C'est que Kagame appelle la récupération des terres du Kivu en décimant les peuples, les populations du Kivu. C'est ce que moi j'appelle le kivoucide. Le kivoucide. Le kivoucide. Cette néologie, je la vends. Le kivoucide, parce que 20 millions sont partis. Et Kagame, Yurbi et Tuorbi, dit que son combat, c'est récupérer les terres que la colonisation, comme il est ignare. Le Congo n'a jamais été colonisé en 1885. C'était un État indépendant. Nous étions un marché commun. Ce n'était pas une colonie. Nous sommes devenus colonie en 1908. Et après la Première Guerre mondiale, le Rwanda et le Burundi étaient allemands. C'est après la signature de l'armistice 1919, oui, les accords pour mettre fin à la guerre, que le Rwanda et le Burundi deviendront la 7e province du Congo belge. Et c'est comme ça qu'on deviendra, après la Première Guerre mondiale, on deviendra Congo belge et Rwanda-Urundi. Le Rwanda et le Burundi étaient notre 7e province. Un même pays, quoi. Un même pays, nous avions le franc belge. Le franc belge. Mais Maître Bondo, ma question est celle-ci, finalement. Donc, en ce moment, au moment où nous parlons, il est, les évêques et protestants sont... les vassaux de Kagame. Ça, c'est des vassaux de Kagame. Et ils ne comprennent pas que leur maître cherche les terres congolaises. Et le grand historien, le professeur Ndayouel, nous apprend que c'est le Congo qui a des terres à récupérer du Rwanda. À récupérer au Rwanda. Ça, c'est le grand historien, professeur émérite.
imbattable. Mais Kagame dit, et ces évêques-là, les vassaux de Kagame, nous demandent, nous, de dialoguer avec Kagame, de dialoguer avec les... avec les larbins de Kagame. Mais on ne peut pas s'imaginer que des gens qui ont été aux études soient aussi abscons. Vous êtes très dur. Des idées pour faire croire à nous Congolais là, moi là, et vous. Nous avons été à l'université en vain. C'est que le Congo a payé pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc le Congo a payé nos études, a supporté nos études en vain. Maître Bondo. Le Kivu-Sud ne dit rien à ces gens en soutane. Dieu seul sait s'ils sont réellement congolais. Parce qu'un Congolais sérieux, qui a l'âme congolaise, ne peut pas s'imaginer un seul instant que le président d'un pays aussi minuscule, invisible sur la carte du monde, inapercevable sur la carte du monde, que ce président-là, criminel de son État, une censure qui a bu le sang de mes frères, de mes mères, de mes pères, de mes enfants. Que ce président-là soit un modèle pour eux. Vous avez suivi un certain Mbongo, soi-disant cardinal de son État, dire, vous avez un président, je ne sais pas, il vante Kagame, l'homme que notre président vient d'effacer de l'histoire. Il est fini. Il fuit maintenant les forums. Lui qui était prêt à, avec notre argent, parce que le Rwanda est pauvre, avec notre argent, l'argent du sang congolais, des minerais congolais, qui a bâti son pays, et le prestige qu'il a engagé sur l'échiquier mondial vient du Congo. Aujourd'hui, là, pas plus tard qu'hier, on a publié, la banque de l'Ouganda a publié les recettes de 5 milliards 800 millions produits par l'or en Ouganda. Alors que l'or n'est pas en Ouganda. L'or est de chez nous. Voilà ce que Kagame avec les Museveni veulent faire de notre pays. Et ça, les évêques sont allés chez Museveni. Ils ont eu l'argent. Muteba l'a affirmé. L'aveu de Muteba est irrévocable, mon cher ami. Ce soi-disant président de la Senko, là, il a dit qu'ils ont été pris en charge par Museveni, Kagame, Ruto. Ils ont été logés dans les hôtels 5 étoiles. Ils ont eu même l'argent de poche. Ils ont dit qu'ils ont été mal compris. La communication du président Muteba avait été mal comprise. Je crois que s'ils étaient à la taille de Monsengo, je considérerais qu'ils avaient fait au moins l'exégèse. Parce que dans l'analyse de la sémantique, quand Muteba dit nous avons été pris en charge, ces gens ont fait la philosophie, ils ont fait la théologie, mon cher ami. Or, je ne vous apprends rien. Oui. Gambembo Fumo Awutadi, philosophe, appelait la Bible la gnose de la gnose. C'est-à-dire le savoir du savoir, ou la connaissance de la connaissance. La Bible contient tout le savoir.
Tout le savoir. Alors, ces gens qui ont fait la Bible, qui ont étudié la Bible, comment peuvent-ils ne pas savoir que en sémiologie, la sémantique dit beaucoup, l'emploi des mots. Nous avons été pris en charge par Kagame. Ils nous ont bien accueillis. Et ils venaient d'où? Ils venaient d'embrasser Nanga, qui venait d'assassiner plein de Congolais. 10 000 morts à Goma et Bukavu. Maintenant, on est à la fin de l'émission. On est en train de clôturer parce qu'on doit aborder l'autre thématique également qui est également très importante que les Congolais attendent votre avis. La question du changement de la Constitution. Quel est votre avis? Parce qu'il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas. D'autres disent on doit. Quel est l'avis de Maître Richard Bondo par rapport à cette thématique? Moi, je suis pour la révision de la Constitution. Notamment cette affaire de la peine de mort. Révision n'est pas changement, Maître Bondo. Non. Une fois qu'on touche la Constitution, il y a un changement. Il y a les articles verrouillés. C'est ce qu'on appelle la modification de la Constitution. Et en termes juridiques, c'est consacré à l'article 218. C'est la révision de la Constitution. Il y a des articles verrouillés, des articles déverrouillés. On peut déverrouiller, notamment le 220, auquel en principe on ne peut pas toucher. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Nous sommes... Je vous ai dit que depuis sa création, comme État indépendant du Congo jusqu'à la colonie belge et jusqu'à la République, la RDC est un État d'exception. C'est cette exception légendaire qui fait ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle congolaise. Nous pouvons réviser la Constitution. Il n'y a pas d'article verrouillé parce qu'à une période même le 220, donnée, même le 220, on peut le toucher. Non, le 220 contient des dispositions qu'on ne peut pas changer. Mais ce 220, lorsque le peuple congolais, parce que la Constitution commence nous, peuple congolais, c'est nous qui l'avons adopté à référendum. Nous, peuple congolais, là, à un moment de notre histoire, une génération comme celle-ci peut dire la Constitution de 2006, de la même manière que nous l'avions révisée en 2011, nous pouvons la réviser. Le professeur Mbata disait que c'était la même. Non, parce qu'en 2011, on avait déjà déverrouillé le 220. On avait dit, quand vous lisez la version de 2006, le parquet faisait partie du pouvoir judiciaire. Mais la version de 2011, le parquet ou le ministère public est une branche, est un bras séculier du gouvernement. L'exécutif. De l'exécutif. Donc, on a déverrouillé. Le pouvoir judiciaire a été entamé par le fait de l'émonder du parquet. Donc, la révision de 2011 était anticonstitutionnelle. Mais nous l'avons, nos représentants au Parlement, nos représentants légitimes, parce que notamment les députés représentent la nation. Donc nous, ces gens réunis en congrès ont révisé la Constitution en émondant le pouvoir judiciaire du parquet pour faire du ministère public ou des magistrats debout le bras séculier de l'exécutif. C'était en 2011. En 2011. Oui, la révision de 2011. Mais c'est le pouvoir judiciaire qui semble verrouillé à l'article 220 là. Mais on l'a déverrouillé. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on toléré que le Rwandais qui était le tétrarque de la RDC, parce que le pouvoir était à Kigali, lui n'était qu'un tétrarque qui faisait semblant d'être notre président. Voilà la signification d'un tétrarque. Alors, ce monsieur-là, Rwandais d'origine,
dictateur chez nous était comme un épouvantail qui nous faisait seulement peur. Or, la peur venait de Kigali. On nous l'imprimait ici. Pour preuve, président Fachi est élu. La Cour constitutionnelle devait proclamer le résultat définitif un lundi. Kagame dit, ne faites rien lundi, il faut que j'arrive à Kinshasa. Mais comme la pression était plus forte de notre peuple qui a dit, Kagame, arrête-toi. Hein. Et Kabila laisse que la Cour constitutionnelle fasse son travail. Voilà. Et nous avons fait pression, la société civile, la classe politique. Voilà le dialogue. Mais pas le dialogue avec ceux qui ont pris les armes et revendiqué comme branche criminelle de l'armée rwandaise. Merci beaucoup, M. Richard Bondo. Et c'est sur le mot, disons, à l'échelon mondial, au Conseil de sécurité, donc à l'ONU et partout, on les considère comme terroristes rwandais. Le M23, ce sont des terroristes rwandais. Mais comment nous allons faire le dialogue avec ces gens-là? Moi, j'accepterai le dialogue à l'interne en vertu de l'article 66 de la Constitution. Et ce dialogue devra être convoqué par celui qui incarne la nation. Le président de la République. Il s'appelle le président de la République en vertu de l'article 74 de la Constitution et surtout 69 parce que c'est lui le régulateur du fonctionnement des institutions de la République. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. On aurait aimé continuer l'émission étant tellement belle, tellement de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire pour la patrie. Oh là là, mais le temps nous fait vraiment défaut. Mais on a tout le temps. Tout à fait. On reviendra chaque fois que vous aurez besoin de moi. Merci énormément, M. Richard Bondo. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a permis de présenter cette émission. Portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.